Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence client organisée par VetinWeb. Ce soir, nous allons aborder la mobilité du chien, comment la préserver, comment déceler les troubles, que peut-on mettre en place pour soulager les douleurs, pour améliorer la qualité de vie de nos animaux. Donc, nous avons le privilège d'avoir le docteur vétérinaire Olivia Lanoux qui va nous expliquer tout cela ce soir. Donc, Olivia, je vous laisse vous présenter, je vous laisse toute la place. Bonne conférence. Juste une petite précision, vous pourrez poser vos questions tout au long de la conférence sur l'onglet chat et le docteur Lanoux y répondra à l'issue de la conférence. Bonne conférence, à tout à l'heure. Bonjour à tous, donc je suis Olivia Lanoux, je suis vétérinaire formée en physiothérapie et ostéopathie et j'exerce au sein de mon cabinet en Haute-Savoie depuis 2015 uniquement dans ces deux domaines-là. La physiothérapie, ça va être l'équivalent de la kiné chez nous. Donc, une partie de nos patients sont en rééducation post-opératoire, que ce soit des opérations orthopédiques, donc type fracture, ligament croisé, ou des opérations neurologiques, notamment les hernies discales. On a une grosse partie de la patientèle qui vient pour des troubles de la mobilité, donc ce dont on va parler ce soir, notamment souffrant d'arthrose. Et une partie de la patientèle est représentée par des chiens sportifs qu'on accompagne sur l'entraînement, histoire de limiter les blessures sur ces activités. Alors, du coup, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, qui peut être concerné par les soucis de mobilité ? Évidemment, quand on parle de troubles de mobilité, on passe tout de suite et facilement à l'animal âgé. Donc, selon le gabarit du chien, chez les tout petits chiens, on va parler d'animal senior à partir de 12 ans, 13 ans. Chez les chiens de gabarit moyen, 10-12 ans. Chez les chiens de race géante, déjà à partir de 7 ans, on peut parler d'animal senior. En tout cas, voilà, quand on parle de difficulté à se mouvoir, on pense assez facilement à cette classe d'âge. Mais les animaux en croissance ou les jeunes adultes peuvent également être concernés, notamment avec les soucis de dysplasie, qui est un mot qu'on connaît également, qu'on entend un petit peu à toutes les sauces. La dysplasie, ça veut dire que c'est une malformation articulaire. Donc, l'articulation n'est pas faite comme elle devrait être et c'est quelque chose qui est congénital. Donc, congénital, ça veut dire que l'animal est né avec cette malformation et cette malformation va entraîner des frottements au niveau de l'articulation qui entraînent une douleur, une inflammation et qui prédisposent à l'apparition d'arthrose dans le temps. Et du coup, on a des chiots qui, déjà pendant la croissance, montrent des signes de douleur ou qui vont développer de l'arthrose assez rapidement et donc peuvent déjà souffrir de troubles de la mobilité à 1 an, 3 ans, 5 ans. Enfin, ça peut arriver finalement assez tôt dans la vie de l'animal. Donc, une des premières choses, c'est évidemment de savoir quels sont les signes d'un manque de mobilité, d'un trouble de la mobilité chez l'animal. À la maison, il y a pas mal de choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. La première, et qui est assez facile à observer, c'est ce qu'on appelle les raideurs à froid. Donc, raideurs à froid, c'est quand je me lève après m'être reposé un moment, donc soit après la nuit, mais ça peut être juste après les 3-4 heures de sommeil suite à la balade. Et on va avoir un chien qui peut avoir des difficultés à se lever, qui peut être raide, qui peut potentiellement boiter un petit peu. Ça peut être quelques pas et puis la boiterie disparaît, comme ça peut être quelque chose qui met un petit peu plus de temps à passer. On peut avoir le dos rond, vraiment. On peut avoir un chien qui a du mal à s'étirer ou qui, au contraire, s'étire énormément, mais pas complètement. On voit qu'il y a un souci dans sa façon de s'étirer. On peut observer des difficultés à monter et descendre. Alors, ça peut être monter, descendre l'escalier, ça peut être monter, descendre sur un canapé, dans la voiture. Alors, des fois, ça peut nous arranger. S'il allait chipper du beurre sur la table, potentiellement, on se rend compte que le beurre ne disparaît plus, mais ça peut signer quand même des troubles de la mobilité. Des fois, c'est un peu plus subtil. On peut juste observer que l'animal met plus de temps à monter les escaliers ou qu'il hésite avant de se lancer, que ce soit dans la voiture ou dans l'escalier. On voit qu'il y a une petite hésitation, qui prend un petit peu d'élan avant de se lancer. Tout ça, ça peut être déjà des petits signes qui se sent plus parfaitement capable. On peut avoir aussi un chien qui perd un petit peu son envie de participer à la vie de famille, donc il peut peut-être moins faire la fête, de manière moins joyeuse, qui, au lieu de se lever à chaque fois que quelqu'un rentre dans la pièce, va se lever une fois, mais pas 36, qui est moins participatif à la vie de famille.
On peut aussi observer chez certains chiens, ça va se recouper sur les deux, une tendance à glisser. Donc, ça peut être dans un virage sur le parquet, évidemment, la moquette n'étant plus du tout à la mode, nos parquets, nos carrelages sont des surfaces glissantes et on peut observer que le chien perd un petit peu l'équilibre sur certains virages ou alors quand il mange, par exemple, quand il est censé rester debout pour manger, on va voir les pattes qui s'affaissent un petit peu, partent un petit peu sur le côté. Tout ça peut être des signes de faiblesse musculaire qui sont souvent liés à des troubles ostéo-articulaires derrière. En balade, on va pouvoir observer d'autres signes. Donc déjà, un chien qui était super demandeur, qui était vraiment content de partir en promenade, qui là va être moins demandeur, voire qui va faire ses besoins et presque faire demi-tour assez rapidement. On peut avoir un chien qui est moins endurant, qui commence la balade devant et qui va la finir derrière, qui, il y a quelques mois, arrivait à faire 2 heures de balade facilement, puis là, on voit qu'il allait, on voit que c'est vraiment un petit peu dur au bout de 30 ou 45 minutes. On peut avoir une baisse de l'envie de jouer, alors que ce soit à la maison ou en balade, évidemment, mais un chien qui va ramener le bâton 1 ou 2 fois et puis finalement va pas s'amuser plus que ça ou ne veut plus jouer du tout. Tout ça, ça peut être des signes déjà d'inconfort. On peut observer, notamment chez les chiens mâles, une difficulté à lever la patte. Donc, est-ce que mon chien lève la patte ? Il y a des chiens qui ne lèvent pas la patte à la base, mais sur ceux qui lèvent la patte, est-ce qu'il lève toujours la patte ? Est-ce qu'il lève bien les deux ? Ou est-ce qu'au contraire, il prend toujours appui sur la même ? On a des chiens qui sont super ingénieux, qui viennent s'appuyer à chaque fois sur un buisson ou un mur pour lever la patte, mais qui n'y arrivent plus du coup sans ce support. Des choses qui peuvent un petit peu nous interpeller. Les positions pour faire les selles aussi peut changer. Il faut être statique avec le dos rond. Donc pour les chiens qui ont des problèmes d'arrière-train ou de dos, c'est une position qui peut être inconfortable. Et on peut observer sur certains chiens qui se mettent en position et qui vont marcher en même temps qu'ils font leur selle. C'est le fait de marcher, en fait, ça leur permet de garder finalement un équilibre. Et puis ça aide un petit peu la sortie des selles aussi. Donc ça accélère un petit peu le mouvement quand ils ont du mal à garder la position. On peut évidemment observer des boiteries aussi, donc pendant la balade. Donc ça peut être au début de la balade, je vois que mon chien marche un petit peu bizarrement. Les boiteries sur les pattes avant, on va souvent observer une tête qui tombe. Donc, quand le chien pose une patte sur laquelle il appuie, on va voir que sa tête tombe sur certains pas. On peut avoir une boiterie au contraire qui apparaît au fur et à mesure de l'activité, qui n'était pas présente en début de balade et qui apparaît à la suite. On peut avoir des boiteries qu'on voit qu'en marche, d'autres qu'on voit qu'en trot. Donc, c'est pareil, ça dépend de l'allure. Et quelque chose qui est assez typique aussi des problèmes d'arrière-train. Donc, arrière-train qui englobe bas du dos, hanche, genou. Ça va être une démarche qu'on appelle le bunny hopping. Donc, de courir comme un petit lapin, les 2 pattes arrière vraiment en même temps. Et ça, on peut l'observer très tôt dans la vie de l'animal. Chez les chiots, justement, c'est quelque chose qui est... on voit qu'il court comme un petit lapin. C'est des signes potentiellement déjà de troubles ostéo-articulaires. Pareil, sur ces petits chiots, justement, ça peut être des chiots qu'on a... où on dit qu'ils sont un peu flemmards, qui s'assoient souvent, qui ne sont pas très vigoureux. Et en fait, c'est pas de la flemme, c'est qu'ils ont souvent des petites douleurs et du coup, ils s'économisent un petit peu parce qu'ils ont mal. Donc, tout ça, c'est des petits signes. Chez certains chiens, c'est vrai que ça va être plus fréquent quand même chez le chien âgé, on peut commencer à entendre les griffes qui raclent. Alors, ça peut être au fur et à mesure de la balade, ça peut être directement. On entend vraiment les griffes. On peut voir l'usure des griffes qui est très accentuée sur certaines pattes. On peut avoir des usures de griffes qui sont asymétriques, des griffes très longues devant, très courtes derrière, ou au contraire très longues sur la patte arrière gauche et très courtes sur la patte arrière droite. On peut avoir des chiens qui traînent vraiment un peu les pattes et qui vont même se blesser au-dessus des doigts. Tout ça, c'est des signes de faiblesse musculaire. Et évidemment, on se pose la question de la douleur, parce que les troubles ostéo-articulaires sont malheureusement souvent accompagnés de douleurs. Donc, très facilement, si le chien se plaint, en général, ça, on s'en rend compte. Mais ça peut être un peu subtil. Ça peut être le chien, par exemple, qui, au moment de se coucher, va un peu s'effondrer et souffler en même temps qu'il s'effondre. On peut avoir
un chien qui tourne un peu en rond, qui a vraiment du mal à trouver une position dans laquelle il est confortable, qui tourne avant de dormir, avant de se coucher pour dormir, qui queen évidemment sur certaines actions, sur certains mouvements. Bon, là, c'est vrai qu'on va s'en rendre compte assez facilement. On peut avoir des chiens qui commencent à réagir à certaines caresses. Voilà, si on passe sur l'épaule, si on passe sur la hanche, on va sentir une petite réaction quand même de les muscles qui tressautent ou le chien qui va regarder dans la direction, qui nous montre qu'il apprécie plus réellement les caresses à cet endroit-là. De la même manière qu'on peut avoir des réactions au moment du passage de la brosse, qui peut être un peu plus vif que le passage de la main. Voilà, des réactions qu'on n'avait pas avant et qui apparaissent, qui montrent potentiellement un inconfort. Enfin, on peut avoir aussi un chien qui devient réactif aux autres chiens. C'est-à-dire qu'en balade, quand un chien arrive très vite vers lui pour jouer, mais il a une réaction potentiellement agressive, ou en tout cas, il se méfie des chiens qui arrivent en appréhendant en fait la douleur qu'il peut ressentir si le chien lui rentre dedans. Ou un chien qui était vraiment, qui n'avait pas de souci, qui va réagir dès qu'un chien lui met une patte sur le dos ou quoi que ce soit, parce que ça déclenche des douleurs. Enfin, on peut avoir un chien tout bêtement qui est triste. Donc ça va revenir avec le chien qui participe plus trop à la vie de famille, qui reste beaucoup couché, beaucoup dans son coin, qui cherche moins à sortir, moins à jouer. Vraiment cette impression un petit peu de tristoun, quoi. Il y a de nombreuses étiologies aux troubles de la mobilité. J'ai choisi de vous parler des plus fréquentes, de celles dont on entend parler très très couramment. La première étant évidemment l'arthrose, qui est une maladie dégénérative des articulations. Beaucoup des chiens âgés sont concernés. On est sur 80% de chiens qui, à partir de 10 ans, présentent de l'arthrose sur une articulation. Donc, c'est très fréquent. L'arthrose, c'est un stade à la base, le cartilage qui dégénère et qui provoque une réaction inflammatoire et douloureuse au niveau de cette articulation. Les hernies discales sont assez fréquentes chez nos chiens. Alors, les vertèbres sont toutes articulées les unes avec les autres. C'est ce qui permet d'avoir de la mobilité au niveau du dos. Et entre chaque vertèbre, on a un petit disque intervertébral qui sert de coussin amortisseur, comme les ménisques au niveau des genoux. Et une hernie discale, c'est ce petit disque qui ressort et qui vient faire protrusion dans le canal médulaire, donc le canal par lequel passe la moelle épinière. Dans le cas d'une petite hernie discale, on aura mal au dos. Il y a plein de gens qui ont des hernies discales et qui le savent. Dans le cas d'une hernie discale plus importante, on peut avoir des conséquences neurologiques, voire musculaires, avec une moins bonne conscience de comment l'animal se positionne dans l'espace, voire de la faiblesse musculaire, voire de la paralysie. Tout ça peut entraîner des troubles de la mobilité. Le syndrome lombosacré, alors comme ça paraît être un gros mot, mais c'est quelque chose qui a été très connu à un moment donné, notamment avec les bergers allemands qui avaient les fesses très très basses et qui se paralysaient petit à petit de l'arrière-train. Donc le syndrome lombosacré, c'est un syndrome qui touche la dernière vertèbre lombaire, donc vraiment le tout bas du dos, et le sacrum, qui est la fin de la colonne vertébrale. Et ça peut être lié à une instabilité, ça peut être lié à de l'arthrose qui se développe, ça peut être lié à une hernie discale, donc ça recoupe pas mal de choses. Mais le résultat, c'est surtout que ça nous fait une faiblesse, donc une douleur dans cette zone-là, une douleur assez importante, et une faiblesse des deux pattes arrière, qui peut aller d'une faiblesse simple jusqu'à quelque chose de plus marqué qui peut évoluer même en paralysie. Ah oui, ça je voulais changer, j'ai oublié. Donc RLCA, rupture du ligament croisé antérieur, désolé pour l'abréviation. Donc rupture du ligament croisé au niveau des genoux, on connaît aussi pas mal chez l'homme, notamment la grosse entorse au ski. Donc, dans le cas de l'homme, c'est souvent traumatique. J'ai une grosse entorse qui va dépasser la capacité élastique de mon ligament et ce ligament finit par rompre. Chez le chien, dans 90% des cas, cette rupture est dégénérative. Ça veut dire que j'ai une fragilité de mon ligament au niveau de mon genou et qu'avec le temps, ce ligament va partiellement se rompre. Il faut voir ça un peu comme plein de fibres qui lâchent petit à petit jusqu'au jour où ça ne tient plus. Cette rupture de ligament croisé entraîne une instabilité au niveau du genou qui elle-même est responsable de douleurs, d'inflammation.
et qui entraîne également à terme, opéré ou non, l'apparition d'arthrose. Enfin, la dysplasie, dont on a parlé un petit peu en tout début de conférence. Donc, la dysplasie, encore une fois, c'est congénital. Donc, c'est une malformation avec laquelle l'animal est né. Chez le chien, les articulations les plus touchées sont les coudes et les hanches, mais ça peut également toucher les épaules ou les genoux dans une moindre mesure. Et cette dysplasie entraîne donc des frottements à chaque mouvement de l'articulation, ce qui va abîmer le cartilage et entraîner à terme une apparition d'arthrose également. Si on regarde comment est formé, je vais essayer de mettre le laser, si on regarde comment est formée l'articulation, ça va nous permettre de bien comprendre les mécanismes qui sont en jeu. Donc, une articulation, ça permet d'avoir des mouvements entre deux segments. C'est donc un os couvert de cartilage. Donc, le cartilage qui a une consistance un petit peu plus molle que l'os, qui contient du liquide synovial, qui est fermé par une capsule, ce que vous voyez en rouge. Donc, c'est un tissu qui ferme l'articulation, sinon, évidemment, mon liquide synovial se baladerait partout. Et ce liquide synovial, donc à l'intérieur, est là pour nourrir le cartilage. Contrairement au reste de mon corps qui a des vaisseaux sanguins qui amènent du sang, de l'oxygène pour tout nourrir, le cartilage n'est nourri que grâce à ce liquide synovial. Et c'est vraiment en utilisant mon articulation, mon coude par exemple, je fléchis, je le tends, ça permet de bien répartir le liquide synovial partout dans mon articulation de manière à nourrir mon cartilage bien comme il faut. Et le cartilage finalement va se comporter un peu comme une éponge qui va se gonfler, se dégonfler et être du coup bien nourri, tous les apports dont il a besoin à ce moment-là. Autour, évidemment, on a des ligaments et des muscles, des tendons qui viennent consolider et soutenir l'articulation. Alors, les conséquences de l'arthrose, parce qu'on en parle, mais à la limite, l'arthrose toute seule, si elle n'avait pas de conséquences, ça ne nous dérangerait pas tant que ça. Donc, l'arthrose, premier stade d'arthrose, c'est la dégénérescence du cartilage. Cette dégénérescence du cartilage, cette érosion en fait du cartilage provoque une inflammation qui elle-même est responsable de douleurs. Alors, l'inflammation, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Si je fais un jogging et que je me tords la cheville, ma cheville est chaude, ma cheville est rouge, elle me fait mal. Et c'est le signal de mon cerveau qui me dit, voilà, tu t'es fait mal, maintenant c'est repos sur cette cheville, on ne l'utilise plus le temps que ça guérisse. Une petite entorse, je n'utilise plus ma cheville, petite entorse quelques jours, grosse entorse quelques semaines, voire mois, pour que ça guérisse. Mais une fois que c'est guéri, quand je remets finalement en mouvement ma cheville, les choses se reprennent plutôt bien. Le problème dans l'arthrose, c'est que cette dégénérescence du cartilage et cette douleur, elle est chronique. Donc, même si je mets au repos mon membre, finalement, quand je reprends l'activité dessus, comme mon arthrose est toujours présente, l'inflammation et la douleur sont toujours présentes. Donc, d'une manière générale, malgré une moindre utilisation, ça reste quand même actif. Ce qui fait qu'à force de moins utiliser sa patte, c'est logique, si j'utilise moins mon bras droit que mon bras gauche, mon bras droit va être moins musclé. Donc chez le chien, c'est pareil. À force de moins utiliser une patte, ou plusieurs pattes, il va perdre de la masse musculaire. Le problème, c'est que cette masse musculaire vient nous aider à soutenir les articulations, ça nous aide à nous porter. Donc plus je perds du muscle, moins mes articulations sont soutenues. D'autre part, comme je l'ai dit juste avant, pour être bien nourri, mon cartilage a besoin que mon liquide synovial soit bien réparti dans toute l'articulation. Si j'utilise moins une articulation, moins un membre, je perds de l'amplitude articulaire, je deviens un peu raide. Et souvent, ce qu'on va avoir chez les chiens, quelle que soit l'articulation, c'est qu'on va perdre en extension, on va perdre en flexion. Et cette perte d'amplitude fait que finalement, mon cartilage va être de moins en moins imbibé de manière homogène. Et malheureusement, tout ça, finalement, entraîne davantage de dégénérescence au niveau du cartilage. Moins j'ai de muscles pour soutenir mon articulation, plus elle est instable, plus ça va s'abîmer. Moins j'utilise mon articulation, moins mon cartilage est nourri, plus il s'abîme. Plus il s'abîme, plus ça fait de l'inflammation. L'inflammation elle-même est responsable de dégénérescence et de douleur. Et on est vraiment sur le cercle vicieux de l'arthrose
finalement, j'ai mal, j'utilise moins ma pâte, moins je l'utilise, plus elle s'abîme, plus j'ai mal et plus, voilà, vous avez compris. Donc, la question, ça va être comment aider mon chien. Alors, actuellement, malheureusement, il n'y a pas de traitement curatif pour l'arthrose. Ça, c'est la première chose, que ce soit chez le chien ou chez l'humain. Malheureusement, on n'a pas trouvé de solution miracle. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de gérer ces conséquences de l'arthrose, donc gérer la douleur, limiter au maximum la douleur et optimiser au maximum le muscle et les amplitudes articulaires. Donc pour ça, on a 2 gros chevaux de bataille, gestion de douleur et la gestion qu'on appelle hygiénique. C'est pas très joli comme mot comme ça, mais on reviendra dessus dans un deuxième temps. Et vous verrez pourquoi on appelle ça comme ça. Alors, la gestion de la douleur, déjà, évidemment, ça commence par consulter votre vétérinaire afin qu'il puisse examiner votre chien, mettre en évidence les articulations qui sont touchées ou non, à quel point, potentiellement réaliser des radios ou un scanner. Voilà, disons que selon l'étiologie, on peut aussi avoir des fois des solutions chirurgicales, notamment sur la hernie discale dont on a parlé ou sur la rupture du ligament croisé. Des fois, voilà, faut partir en chirurgie dans un premier temps avant de pouvoir faire autre chose. Donc, la base, c'est quand même de consulter votre vétérinaire. On a, en tant que vétérinaire, une classe médicale pour soulager les douleurs, donc les anti-inflammatoires, qui sont une classe assez connue. Alors, c'est extrêmement efficace, mais ça a quand même des effets sur le système digestif, sur le foie, sur les reins. Donc, c'est un traitement qu'on va mettre plutôt en urgence quand on sait que l'animal est en crise aiguë de douleur. On met ces médicaments-là pendant un laps de temps court ou moyen, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser en traitement de fond, en tout cas quand on peut s'en passer, pour ne pas abîmer autre chose. On a également maintenant beaucoup de molécules analgésiques quand même qui existent. Ça va des dérivés morphiniques jusqu'à des injections mensuelles qui viennent vraiment bloquer le signal douloureux lié à l'arthrose. Tout ça, ça fonctionne extrêmement bien. La plupart du temps, donc, ces molécules analgésiques n'ont pas trop d'effets secondaires, voire pas. Et on cherche souvent des synergies entre tout ça pour avoir le plus de soulagement de la douleur possible chez l'animal. Donc tout ça, en tout cas, dépend de la consultation vétérinaire. La physiothérapie, donc qui est mon domaine, permet de soulager les douleurs grâce au laser thérapeutique. Donc, le laser thérapeutique, c'est une petite machine qui délivre des longueurs d'onde infrarouges, donc de la lumière, qui vont pénétrer jusqu'à 5 cm de profondeur et qui vont stimuler les cellules de la zone qu'on traite. Donc voilà, si je traite mon coude, c'est vraiment que les cellules de mon coude qui vont répondre et ça va entraîner la même cascade de réactions que les anti-inflammatoires qu'on peut manger. Donc ça a vraiment un effet anti-inflammatoire marqué, un effet antidouleur et par contre, on n'a pas d'effet secondaire parce que c'est vraiment un effet local. À la différence des anti-inflammatoires, c'est un effet cumulatif. Donc plus on fait des séances de laser, plus il y a un protocole, hein, en général, on est à 1 à 2 fois par semaine pendant quelques semaines, on va atteindre un effet plateau. Et après, avec une séance mensuelle, on arrive à entretenir cet effet du laser. Donc là, vous voyez, on est juste en train de balayer les cervicales d'Osiris. C'est absolument pas douloureux pour l'animal. On fait ça par terre, sur la table, sur un matelas, vraiment en fonction de comment il est à l'aise et en général, ça passe très très bien. Là, c'était donc sur un genou suite à une rupture de ligament croisé non opérée. Donc voilà, donc tout ça, c'est quelque chose qui est très doux pour l'animal et qui fonctionne vraiment bien en antidouleur, anti-inflammatoire. À la maison, il y a des choses qu'on peut faire également pour soulager notre animal, notamment la thermothérapie. Alors, thermothérapie, ça va être l'application de chaud ou de froid en fonction du besoin. On va utiliser des poches de gel qu'on achète en pharmacie, les mêmes que pour nous, qu'on peut mettre soit au congélateur pour avoir du froid, soit bain-marie ou micro-ondes pour avoir du chaud. Alors là, j'ai pris la photo vraiment juste pour montrer.
sur notre chien, mais on ne met jamais la poche de gel directement sur la peau de l'animal. On utilise toujours les petites poches qui sont vendues avec, ou un linge, un torchon, n'importe quoi, mais on ne met pas en contact direct pour surtout faire attention de ne pas brûler. Et on vérifie la température. Voilà, on met la main régulièrement entre la poche et la patte de la zone qu'on est en train de traiter pour vérifier que ce n'est pas trop chaud ou trop froid. On va partir sur un traitement, donc sur une application en gros de 15 minutes. Et comment on choisit donc on en a parlé tout à l'heure, les raideurs à froid. Et ben, quand on est raide à froid, on va utiliser du chaud. Pourquoi du chaud? Parce que cette chaleur va venir détendre nos masses musculaires, va détendre les capsules articulaires, l'enveloppe qui est autour de mon articulation. Et tout ça, c'est ce qui est raide quand on est resté en position pendant très longtemps, qu'on n'a pas bougé pendant un certain temps. On le sait, hein, nous aussi, quand on sort du lit le matin, à partir d'un certain âge, on se rend compte qu'on n'est pas aussi flexible qu'à 20 ans. Donc, ces capsules qui sont raides et ces muscles qui sont froids, on va venir les réchauffer avec cette poche de chaud de manière à déjà détendre tout ça et permettre à l'articulation de se mobiliser de manière déjà plus fluide, plus souple. Au contraire, si j'ai un animal qui, plutôt en rentrant d'activité, a une articulation qui est chaude, qui est gonflée, voilà, on voit que c'est douloureux, là, on va appliquer du froid pour, au contraire, éteindre le feu, éteindre cette inflammation, pareil, donc pendant 15 minutes, et ça va permettre de limiter vraiment l'inflammation qui est en train de se redévelopper. De la même manière, ça, j'ai pas de photos, mais l'hiver, mettre un manteau sur son chien, ça permet aussi de garder le dos en général, voire sur les manteaux qui descendent un peu, on peut garder les hanches au chaud. Ça permet d'éviter quand même qu'il y ait trop de raideur liées au climat froid. Alors, le massage, ça c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement à la maison. N'importe qui s'étant déjà fait masser sait que c'est très agréable, donc ça a un effet détente qui n'est pas approuvé. Ça permet également d'aller défaire un petit peu les contractures musculaires quand il y en a. Voilà, si j'ai mal à l'épaule, je vais avoir tendance à contracter un petit peu mes muscles pour soulager tout ça. Et le fait de contracter les muscles, ça me crée des tensions, ça me crée des cordes musculaires. Si je les détends, j'ai déjà moins mal. Et en plus de ça, le massage apporte une bonne oxygénation au niveau des tissus. Donc, ça permet quand même de limiter, en tout cas de bien nourrir les masses musculaires, de ramener du sang et du coup également de dégager les déchets que le corps crée d'une manière générale. Donc là, on peut voir sur cette vidéo ma collègue qui est en train de masser un chien qui clairement apprécie énormément. Donc le massage commence toujours par de l'effleurage. On prend contact avec son animal gentiment et on va aller pétrir finalement les muscles de plus en plus profondément. Donc là, on voit sur la patte arrière, on peut faire les muscles paravertébraux le long du dos, on peut partir sur la patte avant, on peut faire tout le corps ou uniquement la zone qui nous paraît responsable de douleur. Souvent, ce que mes clients redoutent, c'est de faire mal au chien. Alors, d'expérience, on a toujours tendance à beaucoup moins appuyer que trop appuyer. Donc, en général, c'est plutôt, on a plus de risque de faire un massage superficiel que de faire mal en massant. Et d'autre part, les chiens s'expriment, même si vous êtes l'amour de sa vie et qu'il vous aime beaucoup, si vous lui faites mal, il vous le dira. Donc, il va regarder dans la direction, il va partir, il va vous faire comprendre que c'est pas agréable pour lui. De la même manière qu'il y a des chiens qui n'aiment pas être massés. Donc ça, après, faut essayer, voir ce que votre chien apprécie ou non. Mais si c'est quelque chose qu'il aime bien, faut vraiment pas hésiter à le faire. Et ça peut être le soir, à la fin de la journée, au retour de balade, pour aller vraiment défaire les tensions qui se sont accumulées. Il y a des gels de massage qui existent d'ailleurs, avec des petits mélanges d'huile essentielle OK chez le chien, avec de l'arnica, des gels qui laissent vraiment pas de sensation poisseuse sur les poils et qui peuvent aider un petit peu. On peut aussi tout à fait masser sans rien, ça marche très bien comme ça aussi. La phytothérapie. Donc, phytothérapie, les soins par les plantes, médecine des plantes. On a plusieurs catégories de plantes qui sont
qui ont un effet. On peut donner des bourgeons de cassis ou de bouleau qui ont un effet anti-inflammatoire, antioxydant, le curcuma aussi d'ailleurs, et qui permettent d'avoir un terrain anti-inflammatoire, un traitement de fond. On a certaines plantes qui ont un effet vraiment anti-inflammatoire, l'arpagophytum, la reine des prés, boswellia. Alors l'arpago, à une époque, on en trouvait quand même beaucoup dans pas mal de compléments pour l'arthrose. D'un point de vue écologique, on a un petit peu utilisé toutes les réserves naturelles, donc ça devient quelque chose qu'on met de moins en moins et on se tourne davantage vers boswellia par exemple, qui a des effets anti-inflammatoires très intéressants aussi et qui est moins anti-écolo. Enfin, l'huile de CBD, qui est une molécule qu'on connaît, donc de cannabis. Par contre, donc, ça n'a rien à voir avec le THC, qui a un effet psychotrope, qui, lui d'ailleurs, est interdit en France. L'huile de CBD, cette molécule-là, n'a vraiment aucun effet sur le cerveau. C'est une molécule qui a un effet sur l'anxiété et sur la douleur, qui a été réellement reconnue. Les études ont montré réellement un soulagement des douleurs. C'est connu chez l'homme aussi. Donc, l'huile de CBD, c'est médicinal. On a une très grande marge d'utilisation chez le chien, donc on peut vraiment mettre ça en place assez facilement à la maison. Les compléments alimentaires et chondroprotecteurs, donc ça c'est pareil, on en voit beaucoup, que ce soit en pharmacie chez l'humain ou pour le chien. Tout ne se vaut pas. Il y a beaucoup d'études sur le sujet aussi. Et ce qui ressort, c'est que la molécule avec le plus d'effets positifs sur l'arthrose, c'est les oméga 3. Donc, les oméga 3, c'est bon pour tout, de toute façon, pour la peau, le poil, le fonctionnement du cerveau, mais ça a un effet antidouleur, anti-inflammatoire qui est réellement prouvé. Pareil, c'est quand même à une certaine quantité, et il y a beaucoup de compléments oméga 3 qui, malgré leur prix, ne sont pas nécessairement bien dosés. Donc, attention à ça. Les dérivés du collagène, notamment les extraits de membrane de coquille d'œuf, ont montré certains effets, surtout utilisés conjointement avec d'autres molécules, dont les oméga 3. Enfin, je voulais quand même parler des molécules type chondroïtine, glucosamine, qui ont été très vendues pendant de nombreuses années, qui, sur les études actuelles, ne montrent pas un effet anti-inflammatoire, antidouleur très marqué. Ça reste des précurseurs du cartilage, mais actuellement, comme seul traitement de l'arthrose, ça paraît un petit peu... traitement de l'arthrose, de toute façon, c'est un abus de langage, c'est pas un traitement, c'est un accompagnement. Mais a priori, voilà, un complément avec que de la chondroïtine et glucosamine n'est pas ce qu'il y a de plus efficace à l'heure actuelle. Enfin, oui, savoir que ça existe, des croquettes vraiment avisées soutien de la fonction articulaire qui sont riches en oméga 3. Donc, pour avoir vraiment l'appellation croquette soutien de la fonction ostéo-articulaire, il faut avoir une dose en oméga 3 qui est suffisante. Comme je vous le disais juste avant, il faut une bonne dose pour que ce soit actif. En gros, en DHA, on considère qu'il faut être au moins à 15-20 mg kilo. Donc, pour avoir cette appellation-là, en général, c'est des gammes vétérinaires et on est quand même sur une quantité d'oméga 3 qui est conséquente. Souvent, on a quand même de la chondroïtine, de la glucosamine dans ces croquettes et des fois des dérivés de collagène également. Alors, on arrive sur notre deuxième volet, la gestion hygiénique. Alors, la première partie de cette gestion hygiénique, pour moi, qui est primordiale, c'est le poids. Je préfère un chien, en tout cas dans mes patients, je préfère un chien qui a 0 complément et qui est nickel, qui est sur un poids optimum, qu'un chien qui a 3-5 kilos en trop, qui a tous les compléments du monde, mais qui a ce surpoids. Donc, comment est-ce qu'on sait que son chien est en bon état de corpulence? Un chien, quelle que soit la race, doit avoir une taille. S'il n'y a pas de taille, c'est pas normal. Alors, il n'est pas obligé d'être très marqué. Évidemment, chez un lévrier, ça va pas être la même chose que chez un labrador, mais on doit quand même avoir un rétrécissement au niveau des flancs suite aux côtes. Et surtout, je dois pouvoir compter les côtes en passant les doigts sur le thorax. Donc, là, on le voit sur les images. Si on voit les côtes visuellement, a priori, le chien est un petit peu en dessous de ce qu'il faudrait. Si, quand vous passez les doigts, vous êtes obligé de creuser pour sentir qu'il y a des côtes au fond, a
priori, c'est qu'il est en surpoids. Alors, on me demande des fois, oui, mais peut-être qu'il est musclé. Non, 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 il n'y a pas de muscle entre la peau et les côtes. Si on ne sent pas les côtes, c'est qu'il y a du gras à cet endroit-là. S'il y a du gras à cet endroit-là, a priori, c'est qu'il y a un surpoids. Donc, important de faire attention à ça, de garder un poids optimum. S'il est en surpoids, de le faire maigrir. Donc, pareil, on a des régimes qui sont plus light en calories. Souvent, en faisant le tri entre toutes les friandises, les à côté, les quantités de croquettes qu'on donne, voilà, c'est assez facile de résoudre ça. À savoir qu'évidemment, en vieillissant, le métabolisme ralentit. L'activité ralentit aussi, hein, évidemment qu'à 12-13 ans, on ne va pas faire la même chose qu'à 6. Donc, un chien qui est déjà en surpoids à 8-10 ans, arrivé à 12, ça va commencer à être compliqué de le faire maigrir. Donc, on a vraiment intérêt à être en amont de tout ça, faire mincir l'animal pendant qu'il est encore capable d'avoir une activité correcte et qu'il a encore un métabolisme d'adulte ou voilà, de jeune senior, et faire attention au moment où l'animal vieillit à bien être, à réduire la ration. Si je vois que mon chien fait plus grand chose ou vraiment en fait de moins en moins, je réduis quand même mon apport calorique en parallèle. L'activité. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est important d'avoir une bonne musculature. Plus je suis musclée, plus mes articulations sont tenues et soutenues. Par contre, je ne veux pas que mon activité soit responsable de douleur. Donc, la base pour moi et qui change énormément de choses chez mes patients, c'est l'échauffement. On en revient toujours à la même chose, hein, froid, chaud. Échauffement, quand je commence une activité, je commence par un échauffement. Donc, chez le chien, ça va être 15 minutes où je vais marcher. Donc, voilà, 5 minutes pour qu'il commence à renifler un peu, faire pipi, caca tranquillement. Puis, potentiellement, j'accélère un peu pour que mon chien se mette à trotter. On n'a pas besoin, nous, d'accélérer beaucoup. En général, le chien trotte quand même assez facilement. Pendant ces 5 minutes de trot, on peut faire quelques virages, quelques 8 pour qu'il travaille un petit peu les appuis en tournant. Puis, sur les 5 dernières minutes de cet échauffement, si j'ai un chien qui galope encore, qui est encore vif quand même pendant ma balade, je vais essayer de faire quelques accélérations pour qu'il fasse déjà quelques foulées de galop. Si j'ai un chien qui ne dépasse pas trop le trot, je vais garder 5 minutes de trot un petit peu plus intense. Si j'ai un chien qui saute, pareil, je peux faire quelques sauts aussi sur ces dernières minutes, mais très bas, plus bas que ce qu'il va faire lui-même pour commencer à échauffer les articulations dans l'activité qu'il va avoir derrière. Donc, toute activité précédée de l'échauffement, c'est important sur certains chiens qui, dès qu'on ouvre la voiture ou la porte, partent vraiment comme des bombes en n'étant pas du tout échauffés. Là, ces chiens-là, il faut potentiellement les mettre en laisse, en longe pour avoir 15 minutes d'activité contrôlée avant de le lâcher et de le laisser faire ce qu'il veut. Le fractionnement, ça, c'est très important aussi. Le but de l'activité chez un chien qui a des troubles de la mobilité, c'est de finir en se disant, tiens, il aurait pu continuer encore un petit peu. Si à la fin de ma balade, il est derrière, il souffle et clairement il est dans le rouge, c'est que j'ai déjà grignoté un petit peu de son potentiel articulaire. Donc, je prends l'exemple d'un chien qu'on balade 1 heure. Au bout de 30 minutes, les propriétaires se rendent compte que ça devient quand même un petit peu dur. Et on va par exemple préférer faire 3 fois 20, quand c'est possible évidemment, ce qui fait qu'il va avoir 1 heure quand même sur la journée, mais que ces 20 minutes ne vont jamais l'amener dans le rouge à chaque sortie. Donc, d'où le fractionné. Certaines activités sont évidemment plus néfastes pour les articulations que d'autres. Alors, les départs arrêtés, quand le chien a des problèmes d'arrière-train, c'est pas terrible. Le départ arrêté, c'est le chien qui est à l'arrêt, donc assis, couché, debout, peu importe, et qui part en courant parce qu'il y a un chat qui est passé, le facteur, ou parce que je lance la balle à ce moment-là. Les sauts, si on a des problèmes de pattes avant, l'atterrissage est responsable quand même de petits traumatismes sur le coude et épaules. Les décollages, donc quand je pousse avec mes pattes arrière, pareil, pour l'arrière-train, c'est pas terrible. Le jeu, ça revient avec les départs arrêtés. Alors, globalement, comment on fait? On va essayer de limiter au maximum tout ce qu'on peut. Si j'ai un chien que j'encourageais à sauter, je vais essayer de ne plus l'encourager. Après, évidemment, si en balade, il saute tout seul au-dessus d'un tronc, on ne va pas le mettre sous le bulle et l'empêcher de vivre, mais on va essayer de limiter tous les sauts possibles. Et les départs arrêtés, pareil, s'il est dans le jardin et qu'il part quand il y a un chat qui passe, ça, on ne va pas pouvoir le maîtriser. Si on sait qu'il part à chaque fois que quelqu'un passe devant le portail et qu'on est à côté de l'école et qu'à 16h30, c'est un passage ininterrompu, peut-être qu'on va rentrer notre chien à ce moment-là pour éviter qu'il fasse des allers-retours.
Au niveau du jeu, c'est surtout là, en général, que ça pêche. Donc déjà, on en revient à l'échauffement, on ne joue pas avec son chien sans qu'il soit échauffé. C'est vraiment important. On ne rentre pas de la journée de boulot alors que notre chien est resté à dormir finalement parce qu'on n'était pas là. Et paf, je lance la balle directement dans le jardin alors qu'il vient de se lever. Non, on l'échauffe. Donc, on commence par 15 minutes de marche, trot, voire galop, vu qu'il va courir derrière sa balle. Puis seulement après, on fait du jeu. Et idéalement, on évite les départs arrêtés en commençant à courir un petit peu avec le chien. Et on lance la balle. Comme ça, il est déjà en train de trotter quand il va accélérer pour aller chercher la balle. Pareil, si je veux éviter les sauts, je vais plutôt lancer la balle vers le sol. Je vais arrêter les jeux de frisbee où mon chien saute pour attraper le frisbee. Si j'ai des soucis d'arrière-train et que c'est vraiment trop compliqué le jeu, voilà, sur des chiens qui peuvent s'en passer, on essaye de s'en passer. Après, voilà, il y a des chiens chez qui c'est vraiment vital de jouer. Et donc, dans ce cas-là, on essaye au moins de mettre en place des choses avec l'échauffement. On limite le nombre de lancers et on fait ça vraiment toujours en essayant d'accompagner le chien pour qu'il trotte à la base. L'hydrothérapie, donc que ce soit en milieu naturel ou en cabinet, le fait de travailler dans l'eau, d'être mobile dans l'eau, ça va permettre de remuscler en douceur. Donc là, on peut le voir, donc c'est sur le tapis d'hydrothérapie. Donc l'eau soulage le poids, donc ça c'est valable dans un lac ou sur le tapis. Le tapis oblige à utiliser les 4 pattes, donc ça empêche le chien d'utiliser moins la patte arrière droite s'il a un peu mal à la patte arrière droite. Et par contre, le muscle travaille 5 fois plus que sur terre, donc ça permet de muscler de manière très efficace. Après, voilà, là c'est en cabinet, mais d'emmener son chien marcher dans la rivière ou nager, c'est génial si c'est quelque chose qui est possible pour vous et qui est apprécié par le chien. Il ne faut vraiment pas s'en priver. Enfin, on peut avoir certains exercices de renforcement musculaire. Alors, je vais lancer la vidéo en même temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des cavaletti. Donc, c'est des petits passages d'obstacles qui obligent le chien à bien utiliser une patte, une patte, une patte, une patte. Donc, à reporter son poids avant, arrière, droite, gauche et à travailler un petit peu sa perception de l'obstacle. Voilà, le cerveau envoie le signal, il y a un obstacle, il faut lever les pattes, je lève. Ça permet dans certains cas de travailler un peu la flexion si on met la barre un petit peu plus haute. Bon, là, sur la vidéo, il y a un petit ballon pour faire un petit peu d'instabilité au milieu, mais c'est voilà, tout à fait faisable sans. Et c'est quelque chose qu'on peut... Alors ça, c'est des cônes et des jalons de foot, mais on peut fabriquer ça avec des balais, avec des morceaux de tuyaux, enfin, peu importe. Sur cet exercice, Roxy est en train de faire des 8, donc c'est ce dont on parlait, hein, les virages, les zigzags pour travailler les appuis pendant qu'on tourne. Pareil, il y a un petit ballon au milieu pour de l'instabilité, mais ce n'est pas obligatoire. Cet exercice-là, que j'appelle la danseuse, donc au cabinet, on le fait sur des ballons. Pareil, comme c'est instable, c'est un peu comme quand on est sur un paddle. Hein, on est obligé du coup de gainer beaucoup plus les muscles pour garder l'équilibre, mais c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison sur une surface stable, un banc, une chaise, n'importe quoi, un muret dehors. Et en fait, le fait d'être en équilibre sur les pattes arrière, ça renforce du coup l'arrière-train, hein, le poids shift sur l'arrière. Ça permet de travailler l'extension des hanches, donc de travailler l'amplitude articulaire au niveau de ses hanches et de gainer le dos, les abdos, les postérieurs, de manière à renforcer les muscles profonds qui aident à avoir une bonne tenue. Là, cet exercice-là, c'est un exercice qu'on appelle assis-debout. Donc, assis-debout, qui va être l'équivalent des squats. Donc, pareil, pour renforcer la musculature de l'arrière-train. Donc là, bon, c'est un chien qui avait été paralysé des 4 pattes, donc qui est un peu faible sur l'arrière-train. Mais voilà, le fait de demander à s'asseoir et à se relever, à chaque fois qu'il pousse pour se relever, il contracte les fessiers, les muscles des cuisses. Sachant que pour travailler l'avant, bon, là, je ne l'ai pas en vidéo, mais le assis couché va être l'équivalent des pompes pour travailler du coup tout l'avant du chien. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, les assis debout, assis couché, qu'on peut rajouter à la fin de l'échauffement également, par exemple, si c'est quelque chose qui est OK. Tous ces exercices sont faciles à mettre en place à la maison. Il y en a plein d'autres qui existent, mais dans l'ensemble, moi, j'aime bien quand même que ce soit mis en place quand on est sûr que le chien est capable de le faire, donc plutôt quand même après consultation vétérinaire. Bon, les petites barres, les cavaletti, les virages, ça, c'est vraiment OK pour tous les chiens. La danseuse ou le assis debout, ça demande un tout petit peu plus de force musculaire, donc c'est quand même à faire sur
et puis le assis debout sur un chien qui a des problèmes de genoux, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, c'est quand même à faire potentiellement après avis vétérinaire. L'ergothérapie, les aménagements de la maison, donc ça, c'est des choses, quand on le dit, ça paraît évident, mais des fois, on n'y pense pas tout seul. Donc, la première chose, c'est le couchage. Alors, vous ne ferez pas attention à l'état de mes vitres. J'ai 3 chats qui aiment bien gratter à la fenêtre, donc c'est le chien de la maison qui est couché sur un tapis à mémoire de forme. Donc, le couchage doit être confortable, ça, c'est vraiment important. Alors, évidemment que l'été, on a tous les mêmes chiens, ils préfèrent être sur le parquet, sur le carrelage parce que c'est plus frais, et ça, j'ai actuellement pas de solution. Par contre, tout le reste de l'année, s'il peut être sur un couchage confortable, c'est vraiment, ça change la donne, notamment le mémoire de forme. C'est comme nous, un couchage trop mou, ça peut être compliqué pour se lever. Un couchage trop dur, ça se rapproche de la raideur du sol. Le mémoire de forme fait vraiment la différence. Chez certains chiens, comme le nôtre, dès que c'est un peu trop épais, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. Et il faut savoir que donc, du coup, les tapis à mémoire de forme existent. Ça fait 2-3 cm d'épaisseur. Alors, du coup, c'est super pratique. Ça passe à la machine. Ça passe dans le coffre de la voiture aussi, potentiellement, pour pouvoir. C'est assez mobile. Et c'est accepté par certains chiens qui n'aiment pas les choses trop épaisses. Trop épaisses, pardon. Les rampes d'accès. Donc, pareil, il y a des rampes ou des petits escaliers qui existent pour le canapé ou le lit, si c'est un endroit où le chien accède. On a aussi des rampes pour la voiture, pour éviter justement ces sauts. Alors, idéalement, quand on sait que notre animal a des soucis, on va être en amont et donc prendre une rampe pour éviter qu'il saute trop, pour éviter que ça s'aggrave. Mais si on en est même au stade où l'animal n'arrive plus à sauter, c'est quand même des choses qui sont utiles. Plus on le met en place tôt, plus le chien a le temps de s'habituer. Donc, c'est vrai que c'est bien de ne pas y penser au dernier moment quand il est vraiment en difficulté mobile. Ça peut les impressionner un peu des fois. Donc, moi, ce que je conseille en général, c'est de mettre la rampe par terre, au sol, de faire déjà marcher le chien dessus pour qu'il s'habitue à la texture, qu'il s'habitue à la structure. Une fois que ça c'est OK, on met la rampe un petit peu plus inclinée sur un trottoir, enfin quelque chose de pas super incliné. Comme ça, il n'y a pas de vertige, tout va bien. Et plus le chien est à l'aise, plus on incline davantage. Les premières fois où on va aller dans la voiture, on prend soin de mettre un harnais à son chien. Comme ça, on a vraiment une prise sur le dos de l'animal. Si jamais il panique, qu'il saute, on est là pour le récupérer, pour l'aider. Ou alors, s'il a un peu de mal à monter, on est là pour le soutenir et l'aider à aller jusqu'au bout. Donc, les rampes d'accès. Les harnais et gilets de flottaison. Donc, les harnais, ça, c'était pour vous montrer qu'il y a plein de choses qui existent. Donc, les harnais classiques pour l'avant, ça, on y pense assez facilement, mais il existe des harnais avec vraiment une aide pour l'arrière-train qu'on peut connecter avec l'avant, qu'on peut connecter avec une grande laisse. Donc, d'une part, ça permet de soulager quand même le dos du propriétaire, parce que selon le gabarit du chien ou sa taille, ça peut être un peu ardu. Et c'est des harnais qu'on va pouvoir utiliser pour aider le chien à monter les escaliers quand on n'a pas le choix. On peut potentiellement l'aider à monter la rampe pour aller dans la voiture. Ça peut être l'aider à le soutenir quand il fait ses besoins. Ça peut être l'aider à se lever quand il a vraiment des difficultés à se lever. En tout cas, c'est des harnais qui sont très bien faits et qui permettent de soulager déjà pas mal le travail du chien quand il commence à être un petit peu faible. Les gilets de flottaison, ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Quand on a un chien qui s'affaiblit, qui vieillit, la nage, c'est quand même quelque chose de très tonique pour l'animal, qui demande un effort musculaire important. Et c'est vrai que quand ils vieillissent, ça peut commencer à être un peu compliqué. Ils peuvent se faire peur une fois et du coup ne plus vouloir nager. Donc, ces gilets-là permettent d'avoir une sécurité. Il y a une poignée dessus, donc on a une bonne prise pour aider notre chien s'il y a besoin. Et puis, ça lui apporte une flottabilité qui va permettre de soulager un petit peu son travail musculaire si ça commence à être un petit peu dur pour lui. Alors, évidemment, quand on a un chien qui commence à glisser un petit peu, à moins tenir ses pattes, si on peut l'aider avec potentiellement des tapis antidérapants à certains endroits stratégiques. Je ne vous dis pas de refaire tout l'aménagement intérieur avec du tapis, mais si on sait que, je ne sais pas, quand quelqu'un sonne à la porte, mon chien décolle de son panier et puis prend le virage pour aller à la porte et à chaque fois à cet endroit-là, il dérape. On va essayer de mettre un tapis à cet endroit-là. Un tapis là où il mange, souvent, le fait d'être en statique pour manger, ça peut avoir tendance à glisser un peu. On peut mettre un petit tapis sous les gamelles. Mettre des tapis sur les zones de déplacement de mon chien pour l'aider quand même à avoir le plus d'adhérence possible. Les chaussons existent. Alors, ça peut être des chaussons qu'on met en balade. Alors, moi, je préfère les tapis à l'intérieur parce que, de toute façon, c'est pas une bonne chose d'avoir des
chaussons en permanence, c'est pas possible de toutes les façons. Donc les chaussons, on va quand même plutôt en général les utiliser à l'extérieur. Donc ça peut être des chaussons pour en général plutôt protéger quand on a des chiens qui traînent les pattes pour éviter qu'ils se blessent, en balade. Autre chose auquel on ne pense pas tout le temps, c'est les poils que les chiens ont sous les pattes, au niveau des coussinets. Quand ils ont une activité assez soutenue et sur potentiellement un terrain un peu abrasif, les poils sont alors, limés, c'est pas le bon mot, mais du coup, ne poussent pas trop. Si mon chien a moins d'activité ou n'utilise mais pas son poids de la même manière sur toutes ses pattes, on peut avoir les poils qui poussent beaucoup. Et chez certains chiens, moi, je vois des coussinets qui sont complètement couverts par les poils. Donc, évidemment, ça tient beaucoup moins. Donc, ça tient moins d'une part. Et puis, en plus, sous les coussinets, on a quand même des petits récepteurs qui indiquent au cerveau comment le chien est positionné. Donc, s'il y a des poils partout dessus, le cerveau ne reçoit plus les informations de la même manière. Donc, c'est intéressant de vérifier que mon chien n'a pas trop de poils sous les coussinets, entre les coussinets, et de tondre dans ce cas-là, si c'est le cas, pour que les coussinets soient bien apparents et puissent adhérer. Enfin, surélever les gamelles. C'est vrai que selon la taille du chien, le fait d'être penché en avant, ça fait quand même des grosses tensions, ça demande un effort musculaire important, ça entraîne des grosses tensions sur les cervicales. Donc, quand on peut surélever un petit peu les gamelles pour aider un petit peu, ça permet quand même de soulager notre chien. Enfin, les cabinets de physio, d'ostéo, d'acupuncture existent, c'est pas tout le temps connu et ça a quand même des effets assez intéressants. Donc la physiothérapie, comme je vous en ai parlé un petit peu au début, ça va permettre de traiter les douleurs, notamment grâce au laser, mais pas que, de remobiliser les articulations, les membres, de remuscler. Et donc, entre le soulagement de la douleur d'une part et de remuscler d'autre part, ça permet d'avoir des effets sur les manques de mobilité qui sont vraiment super intéressants. Attention, la physiothérapie est un acte vétérinaire. À partir du moment où on s'adresse à des chiens qui ont des pathologies, on doit vraiment être dans un cadre vétérinaire, encadré en tout cas par un vétérinaire. L'acupuncture est de la même façon un acte vétérinaire aussi. Donc, n'importe quel professionnel ne peut pas faire de l'acupuncture sur votre chien. Mais comme chez l'humain, ça a été prouvé que la stimulation de points précis sur certains méridiens ont vraiment des effets antidouleurs. Ça permet aussi de renforcer les énergies, de restimuler sur des chiens par exemple qui vieillissent un peu. Ça permet de redonner un petit coup d'énergie. Donc, c'est toujours intéressant à envisager. Et enfin, l'ostéopathie. Comme pour l'humain, l'ostéo, ça va en fait aller déverrouiller tout ce qui est bloqué au niveau de l'organisme. Ça va du foie à la truffe, à la queue. Et plus finalement on est mobile, moins on a des choses bloquées, plus on va permettre à l'organisme de fonctionner au top de ce qu'il peut faire. L'ostéopathie peut être exercée soit par des vétérinaires, soit par des non-vétérinaires qu'on appelle ostéopathes animaliers. Mais depuis 2018, tous ces ostéopathes animaliers, donc non vétérinaires, doivent passer un examen devant des vétos pour justifier de la formation qu'ils ont eue. Donc, normalement, ils doivent être inscrits à l'ordre aussi. Donc, ce titre d'ostéopathe animalier est normalement réservé aux ostéopathes qui ont fait l'effort de faire cet examen, qui valide bien leur connaissance. En tout cas, sur un animal... alors, quel qu'il soit, une consultation d'ostéopathie annuelle est toujours très, très bénéfique. Mais sur mes patients qui ont un petit peu d'âge, on est facilement entre 2 et 4 fois par an. Ça permet vraiment de leur rendre de la souplesse. Donc, en tout cas, d'allier physio, acu, ostéo, ça permet en général d'avoir des résultats assez corrects, assez sympas. Et puis, quand on rajoute en plus potentiellement des compléments alimentaire, l'ergothérapie, faire attention à l'échauffement et à l'activité de l'animal, en général, on arrive quand même à quelque chose de très satisfaisant pour le chien. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'ai fini pour cette présentation et puis on va passer donc aux questions. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a et en fonction, je vais essayer de répondre au maximum d'entre elles. Alors, je vais fermer ça. Alors, donc je repars sur le haut. Bonsoir à tous. C'est gentil.
Alors, une de mes chiennes a été opérée d'une rupture de ligament croisé. Elle a très bien récupéré et repris sa vie de petit chien. Et ben, c'est formidable, tant mieux. Heureusement, la plupart du temps, c'est le cas. La courgette, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui vient en fait, qu'on peut rajouter dans la ration. Quand on diminue un petit peu la quantité de croquettes, on peut rajouter, remplacer une partie des croquettes par de la courgette ou des haricots verts donc cuits à l'eau ou à la vapeur. Et ça permet, cet apport de fibres permet d'amener une satiété à l'animal. Après, toujours à faire petit à petit parce que chez certains chiens, c'est apport de fibres un peu plus important. Des fois, au niveau du transit, ça peut ne pas tout le temps jouer. Alors, j'ai pas évoqué la natation. Donc, du coup, j'ai évoqué la natation après. Donc, je ne sais pas si c'était avant ou... Ah oui, voilà, bah, si, en fait, ouais, tout à fait. Donc, oui, la natation, réellement, hein, c'est super positif. La seule différence avec l'hydrothérapie sur un tapis, c'est que la natation n'oblige pas à utiliser les 4 membres de la même façon. En fait, si j'ai un chien qui a mal à la patte arrière droite, en général, il va compenser avec son autre patte arrière et la patte avant en diagonale. Si je nage et que j'ai mal au bras gauche, je peux nager en fait davantage avec mon bras droit qu'avec mon bras gauche. Et c'est pareil chez le chien, s'ils ont mal à l'arrière-train, aux pattes arrière, ils peuvent nager moins avec les pattes arrière qu'avec les pattes avant, ou plus avec la droite, la gauche. Donc la nage, c'est génial. Par contre, quand on a vraiment une douleur assez importante qui fait que l'animal soulage sa patte, des fois, ça ne suffit pas à remuscler ce membre-là. Mais sinon, si, c'est génial. Mais voilà, encore une fois, avec filet de flottaison, c'est plus rassurant pour tout le monde. Un chien qui a fait une embolie fibrocartilagineuse. Donc ça va donner un peu les mêmes symptômes qu'une hernie discale, sauf que ce n'est pas opérable et il n'y a pas d'opération possible. Et en effet, la physiothérapie, en général, permet en tout cas de donner le plus de chances de récupération possible. Je vois qu'il y en a d'autres qui ont des chats qui font les vitres, c'est bien. Alors. Ouais, bah, apparemment, vous êtes nombreux à avoir des chiens qui sont bien suivis entre ostéo, chondro, acupuncture et avec lesquels vous avez des bons résultats. Donc ça, c'est super. Génial, j'ai plein de merci, donc c'est chouette. Il n'y a pas tant de questions que ça, finalement. Je vois quelque chose qui s'affiche. Merci à vous. Merci. Olivia, il y a une question qui nous... Je ne sais pas si tu as vu. On a loupé une oui, qui parle du curcuma. Oui, puis-je donner du curcuma à mon chien? Elle est passée où celle-là? Parce que du coup, je n'ai pas vu. Alors, ouais. Merci pour la présentation. C'était Anastasia qui dit... Ah oui. Je l'ai passé sans... donc oui, le curcuma, je l'ai évoqué rapidement. Alors, objectivement, moi, je trouve ça très bien. J'en prends, moi, régulièrement dans mon alimentation. Si c'est quelque chose qui est toléré par le chien, parce que chez certains chiens, au niveau digestif, pareil, ça peut provoquer un petit peu de diarrhée. Moi, je trouve que c'est très intéressant à rajouter. Il y a une étude qui est sortie dessus qui aurait montré un manque d'efficacité. Cela dit, je pense que c'est un antioxydant qui est quand même intéressant. C'est en général bien de le coupler avec du poivre noir, mais voilà, il y a plein de recettes qui existent de pâte de curcuma à rajouter dans la gamelle de l'animal s'il supporte et qu'il tolère. Franchement, faut pas s'en priver, ça fera pas de mal dans tous les cas. Alors, je vois que donc une chienne bientôt 16 ans, quelle injection peut-on lui faire pour la soulager? Alors là, comme ça, c'est un peu short pour répondre. Il faut déjà savoir ce qu'elle a exactement, mais avec tout ce que j'ai évoqué, même sur un chien de 16 ans, on peut vraiment avoir des... Moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des patients de 14-15 ans et qui, grâce à la physio, grâce à tout ce qu'on met en place, regagnent vraiment de l'énergie. Alors, on ne va pas en faire des chiots non plus, mais disons que sur les 15-20 minutes de balade ou 10 minutes qu'ils peuvent faire, ils sont toniques, ils sont énergiques, ils ont de nouveau envie d'y aller. Donc, pour la petite chienne de 16 ans, déjà, peut-être quand même aller voir votre vétérinaire et puis en fonction, il saura vous indiquer. Mais là, c'est vrai que comme ça, je manque un peu d'infos pour pouvoir vous en dire plus. Est-il possible de nous communiquer les adresses des ostéopathes?
Alors, c'est compliqué. Il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, sur le site de l'ordre vétérinaire, il y a le listing de tous les ostéos animaliers qui ont passé l'examen. Il y a une liste d'ostéos vétérinaires qui ont une certaine formation. Tout le monde n'est pas répertorié. Le site de l'IMAOV, qui est l'Institut de formation, les répertorie aussi. Mais globalement, en général, en tapant sur Internet, vétérinaire, ostéo, le coin où vous êtes, ou vétérinaire physio, on trouve souvent. Ou alors vous rapprochez de votre vétérinaire qui a peut-être déjà quelqu'un avec qui il a l'habitude de travailler. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'il y a quelqu'un qui parle de CBD vétérinaire avec du curcuma. Ouais, avec du curcuma. Si jamais il y a des choses qui existent. Voilà, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Dr Lamy, pour cette présentation vraiment très complète, très intéressante, et puis tous ces conseils pratiques qu'on peut mettre en place au quotidien à la maison. Vous allez recevoir par email le lien du replay, ainsi que les réponses à toutes les questions qui ont été posées ce soir, et puis des recommandations de produits en lien avec la conférence de ce soir. Donc voilà, donc je vous laisse être alerte sur votre boîte email. En tout cas, merci encore. On voit un grand merci. On voit qu'il y a beaucoup de commentaires enthousiasmants. En tout cas, c'était passionnant. Encore merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à tous. Et puis, on se retrouve au mois de septembre pour une nouvelle webconférence client. Bonne soirée et encore merci au Dr Lamy. Merci beaucoup. Au revoir.